Bonjour Cécilia, je suis très content de t'avoir avec moi pour, alors j'ai appelé ça l'escrime en mode 2024. Tu vois. Donc je suis très content de t'avoir. On va passer un petit moment ensemble. Alors est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton prénom, ton âge, ton palmarès qui est énorme déjà. Donc, je m'appelle Cécilia Berder, j'ai 34 ans, j'ai été en individuel vice-championne du monde et vice-championne d'Europe, et par équipe, championne du monde, championne d'Europe et médaille d'argent à Tokyo, aux Jeux Bon, Olympiques. ça fait un beau palmarès quand même. T'as Merci. quel âge? J'ai 34 ans. 34 ans. Dis-moi, tu fais quoi dans ta vie? T'as tes études, ton job, ta passion? Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'escrime? Alors, j'ai été diplômée de journalisme en 2015. Pendant 7 ans, j'ai travaillé à Radio France. Donc, je bossais à France Info, je faisais des chroniques sur le thème des Jeux Olympiques, sur le thème du sport. Et puis, c'était aussi avant qu'on sache qu'on aille aux Jeux en 2024 à Paris. Et c'était un peu de savoir si les Jeux arrivent chez nous, qu'est-ce que ça va changer dans notre vie. Donc, c'était des sujets qui étaient liés à l'éducation, à l'économie, à l'écologie, enfin, des sujets sur plein de thèmes. Donc, ça me plaisait beaucoup. À côté de l'escrime et du journalisme, moi, je suis très attachée à tout ce qui est lié aussi à l'écologie. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir travailler aussi un peu à l'INSEP, c'est l'Institut national du sport, un peu pour essayer de faire en sorte que l'INSEP soit un peu plus écolo. Alors, ça reste que 5% de mon temps, mais c'est quand même une passion assez importante. Et à côté, au niveau des loisirs, je suis très très mordue des jeux de société. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ok. Je suis originaire de Bretagne, donc c'est aussi quelque chose de familier. Les racines, ça me fait du bien aussi. Ouais. Donc, tu as plein de jeux de société et ça passe un bon moment. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, effectivement. C'est carrément cool de passer un temps comme ça. En plus, il y a tellement de nouveautés, il y a plein de trucs qui sont fous. C'est vrai que. Et puis, tes mamans, là, j'ai entendu que tu avais. Ouais, la sieste, elle était beaucoup plus courte que prévu. Donc là, ouais, c'est. Ah mince alors! Dis-moi, t'es venu comment, toi, à l'escrime? Et t'as commencé à quel âge? Et est-ce que tu as Alors, pratiqué j'ai eu, d'autres sports? j'ai eu de la chance. Moi, j'étais fan d'escalade. J'ai commencé à 7 ans l'escrime. Ok. Donc, en fait, il n'y avait plus de place dans le club d'escalade. Et ma mère, en 96, avait vu les jeux à la télé. Et elle se dit, mais t'as le look pour faire de l'escrime. Et donc, moi, j'avais 7 ans. Je savais pas trop ce que c'était de l'escrime. Je savais pas trop ce que c'était un look. Mais on écoute sa maman quand on a 7 ans. Et du coup, ben voilà, je me suis lancée dans l'escrime. J'ai commencé par le fleuret. J'en ai fait 3 minutes. Et j'ai trouvé ça l'arme un peu lourde, le mouvement un peu lent. Il m'a dit, toi, ne bouge pas, il y a du sabre à côté, ça va te plaire. Et j'y avais que des garçons. Et il m'a dit, par contre, ouais, il n'y a pas de filles. Je dis, mais parfait, j'ai grandi avec deux frères, je sais ce que c'est. Et donc, j'ai commencé par le sabre et je l'ai plus lâché. Donc, ouais, j'ai commencé, j'avais 7 ans. Ton club d'origine, c'était où? Je suis originaire de Quimper et mon club, Ok. c'est Escrime Quimper-Cornouailles. Ok. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans la compétition et dans l'escrime en général? Alors, dans la compétition, c'est forcément le côté très adrénaline, stress, gestion de l'adversaire, défi personnel, dépassement de soi, trouver des ressources à chaque fois quand c'est difficile. Cette notion de persévérance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée quand j'étais enfant et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et après, plus particulièrement dans l'escrime, c'est cette notion d'explosivité, de vitesse, de rapidité, de contact avec l'adversaire, de la distance entre lui et moi avec la lame. Et de cette côté aussi un peu malicieux, un peu, voilà, c'est trouver le bon piège au bon moment quand tout est difficile parce que tu as peur, parce que le stress est là, parce que le score est serré. À trouver un courage nécessaire pour faire une action différente, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on explique que l'escrime, c'est un jeu d'échecs sur une piste de 14 mètres. On doit créer des pièges, utiliser ses avantages. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de mouvements, surtout dans le sabre, qui est l'arme la plus explosive, la plus rapide, en fait, la plus dynamique sur la piste. Et c'est vrai qu'après, et plus le sabre, du coup, toi, parce que tu avais vraiment, ça te parlait plus, en fait. Est-ce que le club, déjà, était plus basé sur ça? Parce qu'on sait que les clubs ont plutôt des spécialités. Est-ce que toi, c'est vrai que l'initiation, c'est fleuret et sabre. Et après. Alors moi, j'avais de la chance, j'ai commencé l'escrime avec donc, le maître d'armes Serge Larère, qui était formé dans les trois armes et qui avait un goût qui avait à cœur de vouloir proposer les trois armes. Donc je me suis rendu compte avec le temps que c'était rare les clubs comme ça. Donc j'ai vraiment pu tout voir et j'ai vraiment tout de suite compris que c'est clairement le sabre que je préférais parce que il y avait une forme d'impatience, que le sabre, ça m'allait bien, il y avait une forme d'explosivité. Il y avait que des garçons, ça me plaisait aussi. Il y avait cet esprit bagarreur dans cette notion de cadre et surtout cette notion d'aller plus vite que l'autre, mais en étant plus malin. Et ça me parlait beaucoup. Donc clairement, pour avoir vu les trois armes, je serais incapable de faire de l'épée ou du fleuret. Le sabre. Euh, Est-ce que tu as eu des rencontres qui t'ont bouleversé, des athlètes qui t'ont fait rêver quand tu étais plus jeune? Vraiment des personnes qui t'ont marqué, qui t'ont un peu transformé? C'est sûr que le goût au jeu, je me suis rendu compte en 2004.
Alors, bravo, hein, Boris, vous aviez fait des jeux de ouf. Mais c'est vrai que celui qui m'a le plus marqué, Brice, il m'avait quand même beaucoup marqué par son attitude, par sa hauteur, par sa gestion de l'événement. Je me suis rendu compte en Qui était 2004. très jeune d'ailleurs, il avait mon âge. Et effectivement, Ouais, en 2004, il avait 23 ans. Donc quand même quelqu'un qui arrive sur le circuit et voilà, d'une clairvoyance et d'une énergie folle. Et c'est vrai qu'il irradiait sur la piste, quoi. exactement. Et j'ai le souvenir de se dire: «Mais pourquoi lui?» C'est sûr qu'il a peur, autant peur que les autres, mais là, je sais pas, il marche sur l'eau, quoi. Et j'étais jeune, je bossais au restaurant de mes parents et entre deux services, je courais pour voir ses matchs. Enfin, et j'ai le souvenir que ça m'a transcendé. Je me dis: «OK, lui, il fait quelque chose sur la piste qui est différent et j'ai envie de voir ce que c'est cette piste». Et après, une autre sportive qui m'a beaucoup marquée, c'est Blanka Vlasic. C'est une sauteuse en hauteur croate. Et j'aimais beaucoup sa façon de sauter. Alors, je la trouvais très belle. Elle avait une vraie élégance, une vraie finesse. Et surtout, avant de sauter, souvent, elle avait un grand sourire. Elle jouait avec le public, elle jouait avec ses adversaires. Et elle alliait, donc évidemment, elle était très talentueuse, mais une vraie finesse, une vraie élégance, une vraie combativité avec le sourire. Enfin, c'était les ingrédients qui m'ont beaucoup parlé. Et pareil, j'ai eu la chance de la croiser en 2008 et hyper accueillante, enfin, c'était bouleversant quand on croise un peu les sportifs qui nous font rêver. En 2008, j'étais à Pékin, j'étais remplaçante, j'ai vu, elle était là, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire une photo? Je crois que c'est la seule photo avec comme une groupie que j'ai. Et pour finir, un dernier athlète, c'est sur Raphaël Nadal, c'est un athlète qui m'a beaucoup parlé. J'ai eu la chance de le rencontrer en 2016 aussi à Rio. Et c'est vrai que l'humilité de cet homme m'a bouleversée parce qu'il a tout gagné, il a encore tout envie de gagner et il a une faim de loup constante et je sais pas où il va chercher tout ça, malgré tous les tournois qu'ils font, tous les voyages. Voilà, ce personnage m'a aussi bouleversée. Ouais. Euh, Tu te vois comment, toi, comme tireuse? Parce que c'est vrai que les gens qui te voient pas, moi, je te connais, donc j'apprécie énormément ton escrime. Je trouve que c'est une belle escrime. Toi, tu te vois comment? Comment tu te décrirais? C'est quoi tes points forts? Je parlais pas des points faibles, parce que, mais au moins tes points Bon, on peut forts. aussi, hein. Bah, au niveau des points forts, je pense que j'ai la chance d'avoir une bonne explosivité. Par exemple, à l'escrime, au sabre, il y a l'attaque sur la préparation. C'est quelque chose qui va vous demander, comme un boxeur, que la personne elle est dans les corps, bam, on fait une bonne explosivité. Et ça me parle beaucoup. Il y a aussi une qualité, c'est que je reste sur un jeu assez atypique où je change assez souvent, je répète pas souvent les mêmes choses. Et du coup, quand les choses se passent bien, quand les planètes peuvent s'aligner, bah, c'est vrai que ça peut être un vrai atout pour un peu perturber l'adversaire. Il est habitué à rien, donc du coup, c'est assez difficile de s'en saisir. Mais ça peut être aussi un défaut. Ça me vraiment, c'est important d'en parler. Des fois, je peux manquer d'efficacité par une impatience, par une envie de créer, de jouer, de piéger qui va être un peu trop importante. Et le sabre demande des fois une forme de rigueur dans cette vitesse et que je pense que je dois travailler. Donc voilà les points forts, les points faibles. C'est vrai que moi, quand je te vois, je te trouve très, très créative. En fait, tu as une escrime qui est très atypique, avec un rythme qui est très particulier. Des fois, tu as la main derrière, tu vas lever le bras, tu vas faire des Ouais, mouvements qui vont. C'est vrai que c'est très perturbant pour les adversaires. Et en même temps, tu as ce changement de rythme qui est là. Et c'est vrai que, ben, comme tu le décris bien, quand tout est aligné, c'est trop perturbant. Et par contre, à un ouais, moment donné, ton bras, quand tu n'es pas dans le sens, tu as le bras qui est un peu là, tu es un peu exactement. derrière, tu sais plus où t'en es, tu sais pas comment trop bien gérer. Bah, c'est ce qui Mais, s'est passé à Tokyo. En Tokyo, j'étais vraiment je me sentais très, très en forme. Et premier match, bah, je suis à l'envers, je rate une parade riposte, je me décompose. Et puis après, à quoi tu veux te raccrocher quand la machine est un peu enrayée, c'était un peu dur. Ça, on va en parler après. On va en parler après Ouais. parce qu'effectivement, j'ai un petit passage là-dessus. Dis-moi, est-ce que tu peux décrire, s'il te plaît, une journée, là, c'est l'année olympique. Est-ce que c'est un peu différent ou c'est un peu la même chose pour toi que les années précédentes? Voilà, en gros, comment tu t'entraînes? Toi, tu es à l'INSEP, tu t'entraînes avec les filles, voilà, 2 fois par jour. Oui, alors bah, mes journées sont beaucoup plus différentes des autres Olympiades parce que j'ai eu la chance de devenir maman il y a 2 ans, donc en mai 2022. Les journées commencent par... J'ai plus de réveil en fait, c'est ma fille qui me réveille maintenant tous les matins. Je la dépose chez la T'as nounou pas et le choix, après c'est comme les chats, c'est pareil, c'est ça, ça choisit pour toi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, le matin, je vais à l'entraînement. C'est souvent des entraînements plus sur la préparation physique, préparation technique avec des leçons, et les après-midi, plus des séances d'assaut. Donc, voilà, on s'entraîne du lundi au vendredi 2 fois par jour. On a 3 à 4 séances d'assaut par semaine, 3 leçons, et après 3 à 4 PPG aussi. Et à côté de ça, bah, tous les rendez-vous préparation mentale, les rendez-vous kiné, le yoga, la danse, un peu de piscine aussi de temps en temps, des sports un peu annexes qui font surtout du bien au corps et qui font penser à autre chose. C'est tout aussi important. Ah, c'est ça, parce que c'est vrai que c'est très, très spécifique et c'est vrai que de pouvoir s'ouvrir un petit peu permet de pouvoir acquérir des compétences, des acquisitions, la souplesse avec le yoga.
Ouais, ça permet de pouvoir vraiment diversifier parce que c'est un peu compliqué d'être un peu la tête dans le guidon. Et donc, ça permet de pouvoir un peu souffler. Exactement. Euh, on va passer au quoi et comment. Est-ce que tu as, toi, alors, pour les compétitions, je l'explique un tout petit peu, c'est les Coupes du Monde, parce que nous, on se réfère maintenant aux Coupes du Monde pour pratique internationale. C'est 2 jours à 3 jours, 2 jours d'individuel si on n'est pas dans les points dans les 16 premiers mondiaux. Donc, on arrive directement, si on est 16 premiers mondiaux, on arrive directement le lendemain. Donc, le premier jour, c'est les poules, avec un gros tableau, il y a beaucoup de monde. Il reste 32 tireurs pour, à peu près. Vous êtes combien, vous, à peu près, vous, en étape de Coupe du Monde? On est 150. 60, 150. 60. Il doit en rester 64 le lendemain. Donc, en enlevant les 16. T'es dans les 16 ou pas? Oui, ça y est. Je Ok, suis revenu dans donc les c'est vrai que 16. jusque-là, ça te demandait de faire le premier jour avec les poules. C'est un peu comme ça, tu Ouais. vas un peu à la guerre. Donc, le lendemain, tu arrives, mais c'est les autres problématiques où tu arrives directement sur le match. Les autres ont tiré la veille, donc tu sais pas quelles sont tes sensations. Et après, on a des fois la compétition du lendemain. Donc, je reviendrai aussi le rapport à l'équipe individuelle. Et donc, toi, tu gères comment? T'aimes bien arriver un peu plus tôt? Tu as des routines, même entre les matchs? Oui, alors j'aime bien donc le jour, souvent on arrive la veille de la compétition, le matin de la compétition, arriver au minimum 2 heures avant. Et si c'est 3 heures, ça me va aussi parce que j'ai besoin beaucoup de temps pour réveiller mon corps. Je passe beaucoup de temps au sol. C'est la danse qui m'a appris ça, de réussir à vraiment décontracter son corps. Alors c'est vrai qu'il y a 5 10 ans, 5 minutes, ça pouvait me suffire avant de faire une leçon. Et maintenant, mon corps est plus âgé, c'est sûr, mais il y a une meilleure connaissance de mon corps. Donc pour trouver une vraie souplesse, une vraie décontraction et puis un vrai échauffement, bah, il faut minimum, vraiment minimum 2 heures. Donc ça prend du temps, mais c'est beaucoup de mouvements au sol. Et puis après, on commence, le yoga m'aide aussi beaucoup. Après, beaucoup de travail de pied, d'appui, d'avoir les pieds vraiment très activés. Puis assez rapidement, après avoir un corps qui est bien éveillé, ça passe par du travail de jambes. Donc là, c'est vraiment aussi bien de la visualisation, quel départ j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire, qui j'ai envie d'être, comment je veux me piéger. Voilà, j'essaie de m'imaginer. Beaucoup de travail de jambes. Une leçon avec le maître d'armes. Donc là, c'est un moment aussi assez intime où vraiment on échange techniquement. Et puis après, des assauts, beaucoup d'assauts avec mes collègues de l'équipe de France. Et puis après, la compétition commence. Donc ça prend du temps, minimum 2 heures. Ok, tu regardes toi ton tableau? Oui, je regarde mon premier match. Souvent, je demande à mon conjoint qui c'est que je prends au premier match parce que j'ai pas besoin. Les yeux, en fait, des fois, ils vont trop vite. Si je regarde tout le tableau, il va capter des infos. C'est déjà tellement difficile le premier match ou un tour de poule. Enfin, voilà, j'essaie de vraiment pas avoir plus long que mon bout du nez. Ça me réussit plutôt bien parce que la compète, si on veut aller loin, c'est bien important de regarder quelle est la marche qu'on a devant nous et pas qu'est-ce qu'il y a au haut de la montagne. Donc, Ouais, ouais. je suis plutôt de Ouais, cette ouais. philosophie-là. C'est vrai qu'après, chaque athlète le voit de façon différente. Il y en a qui aiment bien voir de façon globale le tableau, voir un petit peu, même pour les potes, etc. Il y en a qui n'aiment pas voir le Exactement. tableau aussi pour éviter de se faire le match la veille et le lendemain, etc. Donc ça bouffe beaucoup d'énergie de faire le match avant le match. Et c'est vrai que chaque personne est un petit peu différente. Tu as des petites routines, toi, C'est marrant, entre... ouais. Je pense qu'on est 12 à partir en Coupe du Monde et il y a 12 gestions du tableau et de l'adversaire possible. Exactement, mais même 12 visions de voir les scripts. Moi, je vois avec Ouais, maintenant les entretiens, on a tous les mêmes projets, on a tous les mêmes motivations, mais c'est vrai que chacun a ses petites personnes. C'est ça qui est génial parce qu'en fait, de vous complètement. découvrir, c'est extraordinaire. Et, est-ce que tu as, entre les matchs, tu as des routines? Alors oui, moi, ma meilleure alliée maintenant en compète, c'est une boule. C'est une balle de massage. Ça peut ressembler à une balle de tennis. Et c'est vraiment une balle que je peux positionner dans chaque endroit de mon corps. J'ai une épaule un peu fragile, une hanche un peu fragile. Et en fait, une fois encore, je vais rester beaucoup au sol à décontracter mon corps, à décontracter mon corps. Ça dépend aussi du temps que j'ai. Souvent, on a quand même beaucoup de temps entre deux matchs. Là, on rentre de Séoul, on avait 2 à 3 heures des fois entre chaque match. Donc, ça va que je reconnais que j'ai la chance de réussir à me déconcentrer très vite pour me reconcentrer, ne serait-ce que 15 20 minutes avant. Donc, j'ai cette chance de constamment me déconcentrer et de penser à autre chose, de ne serait-ce que marcher dehors ou faire une méditation, m'allonger, décontracter mon corps. Ça m'occupe et ça me relâche vraiment. Et réussir à me reconcentrer assez vite, aller 20 minutes avant le match, comment j'ai envie de la piéger, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme action, les répéter mentalement. Euh, c'est sûr que l'expérience, ça m'aide aussi, parce qu'il y en a 2 heures, ils restent concentrés pendant 2 heures, on peut perdre un peu d'influx, donc sur ça, voilà, j'arrive à bien gérer les entrematchs. Et plus c'est long, plus c'est bon aussi, parce que j'ai le temps de vraiment me reposer, de récupérer à 100%, même pourquoi pas faire une séance kiné, si j'ai une gêne particulière, donc ça ne me dérange pas le temps. Du coup, justement, tu vas rebondir sur la question qui est la suivante et celle qui va s'enchaîner après. Tu te branches là, tu te mets en garde et tu penses à quoi? Échoue. Tu es sur la piste, tu te branches et là, c'est parti. Tu penses à quoi? Comment, voilà, tu te positionnes comment? C'est quoi ton état là, à ce moment-là?
J'ai dans ma tête une action, Ok. une intention, une visualisation. La première touche, je sais ce que je veux faire. Et surtout, la deuxième chose importante, c'est que je mets mon corps en disponibilité. C'est-à-dire que, ok, j'ai beau imaginer plein de choses, mais en vrai, on ne peut pas maîtriser ce qui va se passer. Donc, c'est vraiment cette intention de visualiser, d'avoir cette intention. Et après, boum, c'est de la poésie. Donc, faut presque la vivre. Enfin, c'est pas la penser à la réciter. C'est là, maintenant, c'est parti. En fait, on a fait Ouais, le parce que plus. l'action de base sur la piste, elle est en simultané, enfin, elle est statique. Et après, en fait, c'est de l'adaptation constante. On a déjà un projet de jeu, un projet de touche qui est déjà engagé. On sait plus ou moins ce qu'on va faire. Mais en fait, par exemple, si on veut s'engager dans une attaque simultanée et que la personne recule, on va pas s'arrêter là. Donc, c'est vraiment, effectivement. Exactement. euh, et Mais justement, cette adaptation, elle ne vient que quand j'ai une intention vraiment très définie au début. Je veux faire ok, une action t'as besoin de simultanée. poser, t'as besoin de poser, tu sais sur quoi tu vas partir. Est-ce que tu sais sur Exactement. quoi tu vas partir parce que c'est cet adversaire-là ou c'est parce qu'en fait, tu as déjà plus ou moins tes sensations, tu sais que par exemple sur une attaque sur la préparation au début ou une attaque tranquille dès le début, c'est parce qu'en fait, ça te permet de pouvoir te mettre dans le match. Attention, je vais pas dire ce que tu dois faire, mais est-ce que tu es plutôt sur la sensation ou vraiment par rapport à l'adversaire? Je suis beaucoup sur la sensation. Donc, Ok. ça va être 60-70% où vraiment je suis concentrée sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de l'amener. Et forcément, sur le circuit, on est 150-200 filles, on se connaît toutes par cœur. Donc, je sais que sur celle fille, ça va être plus facile, ça, plus difficile, ça. Là, je dois être vigilante à ça. Donc, ça, c'est 30 à 40% où ça me prend aussi de la concentration. Euh, donc, c'est un bon équilibre. Mais en vrai, c'est ça qui est au fou dans le sport, c'est-à-dire qu'une fille peut t'avoir battu d'une certaine façon et te dire, allez, la prochaine fois, je serai vigilante à ça parce que sur ses attaques longues, elle sait faire ça. Et puis en fait, 15 jours après, peut-être que ce sera une autre problématique. C'est comme danser avec quelqu'un. Des fois, ce sera pas forcément la même musique, ce sera pas forcément la même alchimie. C'est pour ça qu'il faut constamment avoir les yeux grands ouverts pour s'adapter à la musique qu'elle vous demande et puis pour pouvoir la piéger, hein. Et du coup, tu sais, Tanril, là, sur le 12-12, là, tu sais, les scores qui sont un peu Ouais. serrés, tu les connais, ceux-là, tu sais, où, tu sais qu'à la fin, en plus, période des jeux ou grand championnat, pas même sur n'importe quelle compétition, tu sais que le match, il est un peu serré. Sur quoi tu te polarises? On n'est plus sur le début de match, on est vraiment sur une fin de match où tu sais que chaque point va jouer. T'es comment, là? Tu penses à quoi? Alors, juste une question, est-ce que tu fais la prépa mentale, déjà? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Mais rentre pas dans tes tips à toi, c'est très personnel, mais en gros, t'es comment à ce moment-là? Bah, moi, la priorité, ce sera déjà de respirer, de récupérer physiquement. Parce que des fois, tu as très envie d'y aller, tu as très envie d'y retourner, de Grave. repiéger. Et c'est important d'être à 100% de tes capacités physiques. Et à 12-12, des fois, un essoufflement ou un muscle un peu fatigué, c'est important de récupérer. C'est de l'explosivité, donc il faut vraiment être à 100%. Donc, ne serait-ce que prendre une seconde, 2 secondes de plus avant de se remettre en ligne de mise en garde, ça, c'est l'idéal. Donc, prendre son temps, respiration. On respire, comme ça, on met les curseurs à zéro. C'est la Une notion de base. sourire aussi. C'est la Se dire base. qu'en C'est fait, la base. ouais, une notion de Respiration, c'est la sourire. base. Ouais. Et de se dire que, ben, en fait, c'est quand même génial, quoi. L'arbitre est là, elle est là, c'est chaud pour elle, mais c'est chaud pour moi aussi. Donc, on est dans le même bateau. Et je trouve que cette notion de respiration, de sourire, ça donne un peu d'une lâcher prise. Donc, ça, c'est les moments idéaux. C'est quand tu arrives à prendre un peu de hauteur et du coup, bah, l'intention, tu t'alignes avec ton intention. Et là, c'est T'aimes bien en finalement plus, assez toi, chouette. ces moments-là, toi. T'aimes bien ces Bah, moments-là. j'avoue, j'aime bien. Après, Toi, j'en ai perdu un t'es paquet là, aussi, hein. t'es très énergique. Enfin, je sais comment t'es très dans Ah, le. ouais, ouais, quand c'est chaud, c'est vrai que j'aime bien. Mais après, j'en ai perdu un paquet aussi quand c'était chaud. Mais c'est vrai que ça se voit dans le regard, ça se voit dans la façon dont on va se croiser, de respirer, de parler à l'arbitre. C'est des moments que j'adore, ouais, je reconnais. Ouais. Est-ce que toi, t'as une bête noire? T'as quelqu'un qui te bat? Alors, moi, chaque fois, je réponds, j'ai toujours un, c'était Yakimeko qui mettait des branlées. En plus, chaque fois qu'il gagnait, il gagnait la compétition. Du coup, Ouais. j'étais très content de m'avoir. J'en avais un, pareil, moi, c'était un Italien. Chaque fois, je le tordais, mais en fait, chaque fois, il enlevait le masque direct avant de se brancher. Est-ce que toi, Alors, c'est deux questions. Est-ce que toi, t'as déjà quelqu'un qui te pose problème? Et est-ce que tu parlais de Brice, mais est-ce que toi, tu as des athlètes références escrimeurs pour qui tu as fait, putain, c'est vraiment de la belle escrime, mais je trouve vraiment très beau. Bah, si je reste dans le monde des Russes, parce que tu as parlé d'un Russe, c'est vrai que Velikaya, c'est une des athlètes chez nous, Ouais, elle c'est était. vraiment une référence parce qu'elle a tout gagné plusieurs fois. Et elle m'a battue sur mes plus grandes finales, aux Europes, au monde, aux Jeux aussi, elle m'a battue. Donc,
Donc oui, ça reste quand même une fille qui m'a, sur mon parcours, privée de pas mal de titres. Donc c'est particulier. Elle a plus souvent gagné que moi, je l'ai gagné contre elle. Donc voilà. Et après, en termes d'escrime, il y en a plein. Il y en a plein qui m'ont inspiré. C'est vrai qu'une Carlane chez nous, c'est quelque chose de très propre, de très précis, de très félin. Ça me parle beaucoup. Euh, il y en a un paquet, hein, il y en a un paquet. Là, celui qui a gagné le tournoi européen, là, c'est un tournoi de la mort, c'est un TKO en Europe qui était très relevé. Yildirim, un Turc, qui a une façon d'attaquer très féline. Enfin voilà, ça me parle aussi pas mal. Et puis un Russe, Ibragimov aussi, je pense que tu as dû tirer avec lui, Boris, peut-être, qui. Voilà, c'est à chaque fois finalement des athlètes qui ont une vraie finesse, un vrai changement de rythme. Je trouve aux yeux, tout le monde, en fait, quand il les voit tirer, à chaque fois, c'est unanime. Ils sont waouh, lui, c'est beau. Ouais. J'expliquais tout à l'heure qu'on avait les épreuves individuelles par équipe, les jeux, ça va être pareil. Sachant que nous, dans les compétitions, ça va très vite. Le lendemain, jour au lendemain, en fait, on passe de l'individuel au par équipe. Ce sont nos adversaires du jour qui peuvent être nos partenaires du lendemain. Comment toi, tu passes de l'un à l'autre? Et alors, c'est une question un petit peu. Médaille d'or individuelle ou médaille d'or par équipe? Ah, moi, c'est évident, c'est la médaille d'or par équipe. Ok. Parce que c'est partagé, parce que c'est ensemble, parce que tout est démultiplié en fait. Là, je vois tout le monde et puis quand j'ai eu la chance d'être championne du monde, quand je me retourne et que les filles, tu mets la dernière touche, les filles te percutent, ce bonheur est partagé. Je me rends compte qu'avec les années, j'aurais été peut-être plus épanouie sur un sport d'équipe, mais j'aime aussi cette ambiguïté de l'escrime. D'un jour à l'autre, on passe d'adversaire, de partenaire à adversaire. Tout change. Dès le petit déjeuner, tu sens si c'est une compète indiv ou une compète par équipe, la façon de se regarder, la façon de se toucher, la façon de communiquer, et tout est différent. Et ce switch-là, moi, je l'adore. Je l'adore. Il est incroyable au jeu, il est incroyable sur un championnat, il est incroyable sur une Coupe du Monde, même le temps d'un week-end. Le samedi, on est adversaire, le dimanche, on est ensemble. Oh, comment est-ce que on est tous un peu schizophrènes, quoi? On arrive tous à switcher, à se dire, bah en fait, aujourd'hui, on est ensemble et on est des sœurs d'armes et on va aller au bout, quoi. Et alors que la veille, on s'est tapé dessus. Et en fait, j'avoue que ce Grave. switch-là, c'est ce que je préfère dans mon sport. Avec ton recul, tu te sens plus forte en épreuve individuelle ou par équipe? Tu sais, Euh, dans ton escrime global, par exemple, moi je prends le cas, je sais que j'évoluais plus dans mon jeu, dans l'épreuve par équipe. Avec du recul, je me sentais plus fort par équipe. Enfin, les résultats l'ont montré, mais j'étais plus efficace par équipe. Toi, je c'est. me rends compte Vas-y, je vas-y. me rends compte que oui, c'est sûr que le par équipe, c'est plus difficile. C'est plus difficile mentalement, c'est plus difficile physiquement, alors que les matchs sont plus courts. Mais l'avantage du par équipe, c'est que ça t'impose un cadre. Et que moi, des fois, je peux avoir tendance à manquer en individuel. C'est-à-dire que quand tu te mets en garde, alors déjà, tu vas mettre les touches pour toi, le sac à dos, il est plus lourd parce que tu dois aussi les mettre pour les filles de ton équipe. Mais quand tu te retournes, elles sont là, le coach est là, tout le monde est là et tout le monde regarde au même endroit, au même moment. Donc, il y a cette notion de cadre et de concentration ultime. Et ça, j'aime bien, j'aime bien. Ça demande. Alors, quand c'est dur, hein, c'est encore plus dur de s'en sortir. Mais j'avoue, j'aime bien Juste, que, qu'on soit justement, ensemble, c'est la quoi. question suivante. C'est la question suivante. C'est quoi ta relation dans l'équipe, sachant que vous êtes un petit peu explosé dans l'entraînement, on va dire, mais vous connaissez depuis tellement longtemps, parce que c'est une équipe que vous êtes là, vous êtes même maintenant vraiment une référence mondiale. Euh, c'est quoi ton rôle? Déjà, tu es dans la position, tu es comment? Tu es le poumon, Bah, j'ai la tout main fait. droite? Tu as tout fait. Pas tout J'étais, fait. non, j'ai pas tout fait, mais là, c'est vrai que donc je terminais avant et depuis que je suis revenue, ça a été dur de revenir dans cette équipe de France. Aujourd'hui, je suis poumon, donc tout est encore possible, mais c'est vrai que sur les dernières combats, j'étais poumon. C'était un rôle qui était très cool, que j'ai découvert il y a quelques mois finalement. Et qui, donc au poumon, c'est celle qui va être au milieu un peu et qui va constamment tirer tous Ouais. les deux matchs, tous les matchs. La régularité du truc, quoi. Exactement. Et j'aime bien parce que je me rends compte que je peux essayer de faire. Tu vas assez rapidement tirer sur les meilleurs, donc c'est les filles qui vont finir. Et j'ai un objectif tout particulier, c'est de les démonter parce que je me dis, ben, si j'arrive à les perturber elles, j'espère faciliter le travail des filles qui sont après et qui vont finir. Donc je découvre ce rôle de poumon et je pense que je peux encore vraiment progresser parce que dans la qualité de récupération, c'est-à-dire que tu finis un match, tu as 5 touches pour
récupérer pour switcher et te reconcentrer sur la fille. Et je pense que je dois être plus efficace aujourd'hui parce que c'est nouveau et que je suis trop contente d'apprendre encore un nouveau rôle. Et c'est sûr que l'équipe, bah, on se connaît par cœur. Bah, Manon, par exemple, ça fait plus de 10 ans qu'on fait des équipes ensemble. On est en équipe ensemble aussi en club. On a gagné beaucoup de médailles ensemble. Et Sarah qui est revenue, et puis Sarah Kaminucha, à chaque fois que j'ai fait une par-équipe avec elle, je pense qu'on a gagné. Donc, c'est sûr que l'équipe, elle est phénoménale. Et c'est pour ça que c'était dur de Ah, pouvoir y aller aussi, hein. on va dire que c'est vrai que vous avez une équipe qui est quand même extraordinairement forte. Vous avez des individualités qui sont brillantes. C'est vrai qu'en plus, voilà, même votre remplaçante là, qui performe, vous avez un vrai potentiel de médailles. De façon objective, on va dire, de façon quantifiable, c'est sûr qu'il y a vraiment du très gros potentiel. Toi, comment tu te positionnes dans le Team France? Parce qu'il y a l'équipe, ok, et après il y a le Team France où là, il y a les plus jeunes. Est-ce que toi, tu essaies de transmettre? Comment t'es, toi? Ouais, je suis très à l'aise avec cette équipe. C'est vrai que moi, j'ai 34 ans. La plus jeune, elle doit avoir une vingtaine d'années. Donc, il y a forcément un gap de génération. Et je trouve cette génération hyper intéressante dans le sens où elle est beaucoup plus curieuse et beaucoup plus à l'aise de poser des questions à ses aînés. Ce qui était peut-être moins mon cas quand on est arrivé. C'était pas forcément évident de passer des questions aux aînés. Et surtout, cette envie de nous battre, de nous déboussoler. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, ben, cet échange un peu ben, je suis une aînée, clairement, et j'adore ça, être en compète derrière elle, de voir des fois des erreurs de jeunesse, que moi, je peux encore faire, hein, mais de dire, mais le match, tu peux le gagner un milliard de fois. Ouais. Enfin, ton impatience, très bien sur laquelle tu es passé, mais t'inquiète, en fait, c'est une histoire de temps et ce sera réglé assez vite. Et j'aime beaucoup me dire qu'elles sont au début de leur carrière, que là, quand elles perdent une compète, elles ont l'impression que c'est la fin du monde, et de me dire que bah, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de recul, quoi. Je perds une compète ou je fais une mauvaise performance, bah, on a la chance d'avoir une nouvelle compétition la semaine d'après. Donc, j'essaye de leur apporter ça, ce lâcher prise, cette hauteur qu'on peut avoir sur les choses, parce que ben, moi, c'est plus facile. Je sais bien que je suis plus en fin de carrière. Donc voilà, et de les voir tous les jours à l'entraînement, continuer, y aller à fond, c'est hyper inspirant. Et moi, ça me booste aussi, hein. Toi, tu as commencé, première équipe, tu étais avec Charlotte et Léo, c'est ça? C'était tes premières équipes, tu avais du monde avant. Non, Tu as commencé ma quand? Toi, première tu es année, c'était rentré même quand? avec. Alors, 2008. 2008. Il 2008, y avait qui je là, à ce suis avec. moment-là? Alors, j'étais donc, j'ai pas fait donc, en Pékin, j'étais cinquième, mais 2008, Léo se blesse, donc je vais au championnat d'Europe. Donc je suis avec Annelise Touya, Carole Verne, Solène Marie. Et après, la première médaille au championnat du monde, c'est en 2009 avec Léo, Léo Pérus, du coup, et Carole Verne et Solène Marie. Et donc 2008, ma première sélection en équipe de France. Ouais. C'est T'es la chouette. daronne du truc, quoi. Tu Mais c'est masterises. vrai que j'en ai vu des générations passer, et c'est Putain, vrai mais que grave. c'est cool. Oh, mais ouais, non, c'est cool. Euh, on va passer à la troisième partie. Euh, pour toi, c'est quoi un grand champion et comment tu deviens un grand champion? Ah bah, c'est ça qui est assez fou d'avoir la chance de. J'adore l'actualité sportive et il y a tous les styles de personnalité. Mais forcément, il y a une forme de persévérance chez chacun, une forme d'aliénation, de constamment y retourner. Et forcément aussi, c'est un mot un peu à la mode, mais une forme de résilience. C'est-à-dire que les grands champions, ils ont perdu un paquet de fois. Et ça, on ne le sait pas forcément toujours parce qu'on retient que les titres et les médailles. Mais constamment, ils ont perdu, perdu, perdu jusqu'au jour où bah, ils ont un peu plus gagné que les autres. Mais en vrai, c'est cette persévérance, cette abnégation qui fait les grands champions. Et ça se voit sur un terrain. Enfin, moi, c'est parce que les grands champions, ceux qui me font le plus rêver, c'est aussi, ils ont une forme d'humilité, en fait. Ils savent constamment qu'ils peuvent reperdre, ils savent constamment que c'est bancal. Et je trouve qu'un grand champion, ça me fait rêver là-dedans. Une Ouais. persévérance et une humilité, hein. Ouais, c'est un peu ce que vous dites tous. Effectivement, il y a cette résilience. Il y a aussi comment dire, le plaisir aussi. Il y a une notion de plaisir de ce que l'on. C'est un métier, enfin, c'est une sorte de métier passion quand même. Tu vibres. Effectivement, et comme je dis, parce que j'accompagne en préparation mentale, je dis on perd énormément plus qu'on ne gagne en fait. On Ouais, perd beaucoup plus ouais, qu'on ne gagne. complètement. Et c'est dans cet apprentissage-là qu'on se construit. Et il y a aussi se connaître de plus en plus. C'est vrai que maintenant, tu te connais. Alors, tu perds un tout petit peu moins de fougue, mais plus de sagesse. En plus, toi, le fait que tu sois maman, ça fait relativiser aussi. Enfin, il y a ce côté un peu. Complètement. Tu sais, justement, la question, c'est du coup, pourquoi tu te lèves tous les matins, en fait? C'est quoi ton truc? Moi, c'est vrai que j'ai la chance
tu connais très bien ce que c'est l'escrime. Encore aujourd'hui, j'apprends des techniques. Encore aujourd'hui, j'apprends des astuces, des changements de rythme. Et je ne dessine pas, je ne fais pas de musique et j'aurais aimé, mais je ne suis pas douée. Et je pense qu'il y a cette notion d'art, cette notion on maîtrise rarement et complètement ce sport, cet art-là, mais à chaque fois, on aura une nouvelle technique, une nouvelle finesse et qui s'adaptera parce que le corps, il sera capable de faire ça. Et cette richesse, cette curiosité, voilà pourquoi je me lève en fait. C'est que à chaque fois, j'ai l'impression de grandir. Et je le vois aussi depuis que je suis devenue maman, c'est cette notion de curiosité que ma fille m'a éveillée, de vouloir grandir, de vouloir apprendre. Les enfants sont comme ça, à vouloir rester dans l'instant présent. Et je trouve que finalement, les enfants sont des grands champions. Ils sont dans l'instant présent, ils ont une envie de grandir, ils sont curieux, ils veulent souvent aller plus vite que la musique. Et en fait, en la regardant, je me suis dit, mais en fait, je veux être comme elle sur la piste. Je veux grandir comme elle. Et depuis que j'ai compris ça, je suis encore plus à l'aise sur la piste. Ouais, c'est vrai qu'ils ont une vraie sagesse, en même temps, ils sont ce côté très candide et les découvertes. Et c'est vrai que nous, on arrête, j'avais remarqué ça, on arrête de découvrir, tu vois? Parce qu'on se dit, on se réfère, ça je sais faire. Tu le mets dans ta Ouais, case. Quand tu vois quelqu'un de nouveau, tu dis, ah oui, il est comme ça, il fait quoi comme métier? Tu le cadres très vite, en fait. Donc, complètement. tu n'apprends pas quelque chose de nouveau comme les enfants qui vont découvrir un nouvel objet, quelque chose. Toi, ton enfant, à quel âge? Elle a 2 ans. Là, tu es encore dans la découverte, tu as eu tout l'imaginaire de ce qui vient de se passer, la relation avec l'autre. Et puis après, ben, chaque fois, tu es dans. Puis tu es une éponge, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, on Ouais. arrête, en fait. On se dit, mais. Et c'est vrai que c'est passionnant de pouvoir, ben, comme tu l'expliques, de faire l'escrime et de découvrir que. Parce que tu es toujours aussi dans l'échec et de te dire comment je peux résoudre ce problème-là, en fait. Surtout sur Ouais, la et il y a piste. aussi cette notion de jeu. Ils sont constamment en train de jouer, en fait. Et c'est pour ça qu'elle m'inspire beaucoup. Ils sont constamment en train de jouer et quand tu joues, bah, finalement, tu apprends aussi un paquet de trucs. Ouais. Ouais, mais en plus, toi, ton escrime, c'est quand même d'être vachement joueuse, hein. On va pas se mentir. Ouais. On va pas se mentir que. Voilà, Non, mais des fois, je me dis, je pourrais mettre ma fille sur la piste, elle se débrouillerait mieux que moi. c'est ça. On va passer le Mentalement, en relais, tout cas. vas-y, tu vas. À ton tour. Euh, c'est quoi ta plus grande fierté? Perso, escrime, pro, il y a. Bah, perso, c'est sûr que c'est bateau, mais forcément ma fille. J'ai découvert ce que c'était de devenir maman avec mon conjoint, de fonder une famille, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'un monde s'ouvre à moi. Je me dis, mais pourquoi on m'avait pas autant parlé à quel point ça a changé ta vie, ça a changé le sens des priorités. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tout change. Tout fait un 360 et c'est des portes qui s'ouvrent. Et donc forcément, au niveau perso, c'est au-dessus de tout, mais à des millénaires. Côté pro ou côté escrime, c'est sûr que de revenir à un moment donné où plus personne croyait en moi, après donc la grossesse et la naissance de ma fille, ça a été 1 an. J'ai perdu ma mère 3 mois après. Et Pardon, vas-y, ça a coupé, je suis désolé. Vas-y, redis non, juste. t'inquiète. Donc, je suis devenue maman en mai 2022 et j'ai perdu ma mère 3 mois après. Donc, ça a été. Pourquoi je fais de l'escrime en fait? Je viens de comprendre ce que c'était la vie, la mort, et qu'est-ce que je fous là avec un sabre, un masque sur la tête, trouver un sens à tout ça, d'aller à l'entraînement, de partir loin, loin de ma fille. Mais en fait, quelle est l'importance de faire ça? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, cette notion de grandir, ma fille, elle me l'a démontré, cette envie d'aller de l'avant, de continuer à grandir sur le chemin. Bah, grâce à elle, je me suis relancée dans l'escrime et c'est sûr que ça a été ma plus grande fierté, c'est de me dire, bah, en fait, oui, j'ai réussi à retourner dans cette équipe alors que ni mes collègues, ni le staff, ni la fédé, ni mon club, plus personne n'y croyait. Et donc ça, pour ça, c'est très chouette. Ouais. Ouais, je t'ai vu, moi, sur la compétition, là, gagner presque ta place, là, et sentir ce feu-là que tu avais en toi. J'ai trouvé ça extraordinaire que j'avais retrouvé, en fait, que tu avais depuis tellement longtemps, quoi. Et j'étais très content pour toi de voir que tu avais encore cette flamme-là qui était, qui était bouillante. Ouais, c'est gentil, ouais. Ouais, C'est c'est gentil, cool. hein. C'est sûr que des ressources, on en a tous et des fois, c'est bien caché et continuer à chercher, ça vaut le coup. Ouais. Là, on va finir sur les jeux. Euh, Est-ce que tu as un souvenir vraiment marquant? Alors, tu me parlais effectivement de Nadal, tout ça. Est-ce que tu as Alors, on va parler des jeux dans un premier temps. Quand tu étais petite, première image que tu as, c'est quoi? Qu'est-ce que ça symbolise pour toi quand tu es jeune? Voilà, tu découvres les jeux, c'est quoi plutôt? Premier vrai souvenir, j'avais 14 ans, c'est 2004, la victoire de Brice.
Ça reste le premier souvenir. Je pense que j'étais quand même assez grande, mais ouais, en 2000, j'ai peu de souvenirs. Avec le décalage horaire, j'ai peut-être pas trop regardé à Sydney, mais à Athènes, l'escrime avait quand même été aussi brillant, donc j'ai quand même pas mal de souvenirs de ça. L'Ormanodou, évidemment aussi. Heu et après, premier vrai souvenir en étant vraiment là, c'était 2008. Donc je suis suppléante, je suis 5e de cette équipe de France. J'ai le souvenir de monter des escalators. Je pense que tu te rappelles comment c'était à Pékin. On monte tout en haut, d'ouvrir les portes et j'étais toute seule et c'est la première fois de ma vie, j'ai senti cette odeur de mort et c'était violent et j'ai regardé, c'était du Fleuréum et j'ai dit: «Attends, soit lui il gagne et il continue de survivre, pas trop mal et lui il perd, il meurt en fait. Je le sens qu'il va crever». Enfin c'est Ouais. et j'avais 18 ans et je me suis dit: «Mais quel ils sont trop courageux». En même temps, j'ai un peu envie d'être avec eux, mais en même temps, franchement, je me sens pas prête d'être dans cette cage à lions, quoi. Et Pékin, c'était fou. Et puis évidemment, bah, vous êtes champion olympique. Toi, tu rentres sur l'Italie, tu fais une remontée. Enfin, je suis dans les gradins, je vois tout ça et je me dis, mais waouh! Et Ah, ils ont quelque chose, ils ont un supplément d'âme. J'ai 18 ans, j'ai 18 ans quand je vois tout ça. Je pense que j'ai pris 10 ans rien qu'en regardant pendant une semaine les jeux, l'escrime, quoi et de vous regarder, de vous comprendre comment vous vous entraîniez, comment et j'ai pas du tout tiré, mais je suis rentrée de Pékin. L'année d'après, bah, je suis en équipe de France et c'est tout s'accélère. C'est amusant parce que c'est vrai que, on parle des 3 tireurs, on parle du remplaçant qui a un statut un petit peu particulier et tu as le poste de 5e et Bolad m'a sorti la même chose en fait. Cette expérience qu'il a vécue, d'être dans l'équipe, alors de façon un tout petit peu différente et de vivre l'expérience des jeux sans vraiment y être, mais en y étant parce que tu t'entraînes, tu es avec les gars, tu vois tout et l'expérience que toi tu as vécue, moi c'est avec, l'APKES, à Ouais, Athènes où en fait, j'étais remplaçant moi et j'étais dans la salle d'entraînement et je le vois, il rentre sur la piste et il revient et je le vois assis comme ça, mais genre, c'est déjà fini, quoi. Et tu sais, tu le ouais, sens, mais totalement. Mais c'est un rêve qui, d'un coup, peut s'arrêter ouais, d'un coup et je le vois comme ça effondré et ça m'a vachement marqué, en fait. ouais. Mais je vois tout à fait ce côté où les jeux, ça a une note très particulière. Ça a pas un meilleur niveau pour moi, même peut-être même un peu moins, mais il y a ce côté où l'événement, t'amène à devoir te transcender, sortir en fait, quelque chose d'un tout petit peu différent. Toi, tu en as fait combien toi? Dis-moi, rappelle-moi. Mais j'en ai fait 3. J'ai fait enfin, donc pas Pékin, je le compte pas, mais Paris, ce sera les 3e. Tu J'étais à peux le Rio. compter, tu peux le compter parce que tu es quand même dans l'expérience, même si tu es pas sur la piste, tu expérimentes des jeux quand même. Ah oui, oui, oui. Bah, du coup, Pékin en tant que suppléante, j'étais à Rio titulaire. À Londres, il y avait que Léo qui était qualifié, c'était qu'en individuel et donc Rio, Tokyo et là Paris. Hem, est-ce que tu as une anecdote, vraiment cool, en fait, par rapport au jeu? Parce que là, tu en as vécu quelques-uns. Moi, j'avais vu l'équipe NBA, il y avait, je sais pas, une tennis woman là qui était canon, j'avais vu, j'avais parlé à ma femme avant au téléphone. C'est quoi, en fait? C'était au self, tu te retrouves avec des athlètes qui sont hyper grands. Ouais. J'avais un japonais qui était en train de manger et le matin, il avait été champion olympique, il était en face de moi, il était en train de manger. Ce mec-là, je l'avais vu à la télé. C'est fou, en fait, les jeux. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y en a plein, ouais, je me rappelle, il y en a plein, mais Serena Williams, qui était quand même une big star dans le village et que tout le monde demandait, elle était fan de pins. Je me dis: «Mais comment une Serena Williams qui peut avoir tout, elle voulait des pins?» Et on m'a raconté, alors j'ai pas vu la scène, mais elle arrivait casquette vissée et elle demandait à un Allemand son pins et le gars, il lui a soulevé sa casquette en mode: «Bah, regarde-moi au moins quand tu me demandes ton pins» et il a vu que c'est Serena Williams et s'est dit: «Oh pardon, pardon», comme ça et tout, enfin trop drôle, je me dis: «Mais même une Serena Williams, elle veut des pins, quoi». C'est quand même assez fou, quoi. On va finir 2 dernières questions, il reste 2 petites minutes. Tu te sens comment là? Je me sens super bien, il y a une notion de fierté qui est arrivée après cette sélection et c'est une des premières fois Je te où comprends. je me suis dit: «En fait, prends le temps de savourer parce que tu sais que c'était pas gagné d'avance» et contrairement à Rio ou à Tokyo, les choses se sont un peu enchaînées. Là, j'ai vraiment cette notion de plaisir, de joie, de fierté qui sont assez décuplées et d'aller à l'entraînement, de continuer à creuser, voilà, je suis curieuse de voir comment ça va passer ces 3 mois. Je sais à quel point c'est long, j'ai l'expérience qui joue en ma faveur, donc c'est vraiment un voyage que je savoure. J'ai les yeux grands ouverts, les fenêtres ouvertes, le toit ouvert et je regarde et je fais en sorte que ma voiture soit la plus belle possible et la plus performante et parce que ça se jouera dans des détails et tout est possible. Là, on est au jeu, tu vas avoir du monde. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à tes supporters ou je sais pas, à tes fans ou un truc, voilà, un petit message court, à leur laisser?
Bah, j'espère que si on est vraiment au jeu en ce moment-là, on profite de la fête. On accueille le monde chez nous. Ce sera festif, j'espère. J'ai ouvrez grand les yeux parce que d'accueillir le monde à notre table, d'avoir toutes les couleurs du monde entier qui sont chez nous, toutes les nations, toutes les cultures, tous les gabarits, c'est assez rare et précieux. Et je l'ai vu en 2008. J'ai vu tellement de couleurs, de personnes différentes que je me suis dit, le monde est magnifique. Donc voilà, j'espère qu'on sera à la hauteur de cette fête, qu'on saura accueillir les gens chez nous et qu'on célébrera les champions médaillés et non médaillés. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un petit pourcent de personnes qui ont des médailles et il y a beaucoup d'athlètes qui, tout le monde mériterait au moins une petite médaille et qu'on saura tous célébrer ensemble. Ouais. Eh bien, je te remercie, ça va couper. Je Merci te remercie Boris, grandement, Cécilia. Et puis, avec plein de sourires plaisir. pour toi, parce que ça Ouais, c'est signera gentil, je prends, quelque chose de magnifique. carrément, je prends. Salut!